Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction, merci beaucoup pour l'invitation et merci pour l'échange assez long depuis le démarrage du programme d'Epidemium avec les cancéropoles pour avoir cette capacité de discussion et cette idée de travailler dans une logique d'écosystème avec le projet. Je m'appelle donc Marc Fournier, je suis sur cette saison en charge donc, du programme de recherche collaborative Epidemium que je vais vous présenter. Le programme a donc une existence un petit peu longue. Il a démarré en 2015. C'est donc dans une logique de sciences participatives, de recherche participative, faire en sorte que des citoyens, avant tout, puissent accompagner, aider et être un petit peu plus au fait des travaux autour de la recherche, particulièrement contre le cancer, dans une perspective qui est celle de la science ouverte telle qu'elle est travaillée par différents acteurs depuis assez longtemps. Dans les sciences sociales, on connaît ces actions depuis les années 70. Dans les sciences un petit peu plus, dirais-je, dures, il y a également tout un tas de pratiques qui sont mises en place par le muséum ou d'autres acteurs. La singularité, je pense, du projet Epidemium, c'est d'essayer de manière indépendante de co-construire un écosystème dans lequel il puisse exister des échanges sur les éventuels points de difficulté de la part des chercheurs ou de la part d'acteurs qui auraient besoin d'avoir une petite complémentation ou de faire en sorte que des citoyens puissent contribuer, je dirais, à certains aspects de leur recherche. Donc, dans cette perspective, on en est également aujourd'hui à la 3e saison du programme. L'idée, c'est effectivement, à travers notamment l'organisation de Data Challenge, de produire des choses qui se rapprochent au maximum de quelque chose qui soit, si je puis dire, assimilable ou utile à la recherche. Dans la manière de mettre en œuvre, il y a effectivement tout un tas d'éléments qui ressortent. Il me semble qu'une des composantes les plus essentielles, et je m'excuse pour la présentation qui est en anglais, je ne l'ai pas précisé au début, parce que le panel cette année était plus international. L'idée est effectivement de travailler dans une logique à la fois transdisciplinaire et de faire en sorte surtout que des compétences de personnes qui ne sont pas du tout, voire du secteur de la santé, puissent s'additionner avec celles de personnes qui travaillent au quotidien. L'une des particularités du singularités du programme, c'est d'essayer de faire en sorte d'ouvrir des jeux de données qui jusqu'ici sont plutôt du périmètre exclusif, et on comprend bien les enjeux de privacy du domaine de la recherche, et dans un contexte un petit peu particulier, de faire en sorte que des citoyens puissent, je dirais, à la fois bénéficier de l'intérêt de ces données et d'essayer d'y apporter des éléments de réflexion. On a évidemment tout un tas d'outils qui sont fournis aux participants au-delà des données, des méthodologies, une manière de produire de la connaissance, on tâche de leur apporter tout un écosystème ouvert, open source d'une manière générale, qu'on essaie de leur apporter également pour ceux qui n'en sont pas informés, et un accès à des publications, puisqu'il y a aussi un partage pour les gens qui contribuent à des papiers, des publications auxquelles ils n'ont peut-être pas forcément accès dans leur quotidien. Donc l'idée, c'est vraiment la construction d'une communauté qui est certes, je dirais, très ancrée dans un périmètre temporel donné, qui est celui de ce qu'on appelle les challenges épidémiques, mais aussi et surtout de faire en sorte qu'il y ait une discussion, je dirais, entre pas forcément des patients, mais vraiment des gens qui sont intéressés à contribuer à la recherche de manière générale, et les équipes de recherche, qu'elles soient plutôt cliniques ou plutôt épidémiologiques ou de nature encore un petit peu différente, comme on va le voir. On a donc quelques personnes et personnalités que je vais présenter, notamment Olivier de Frénois et Mehdi Benchoufi, qui sont cofondateurs du programme. En 2015, moi-même, je suis cofondateur de structure qui se nomme La Paillasse, qui a hébergé le programme de recherche d'Epidemium pendant quelques temps, qui est un laboratoire de recherche participatif. Je dois remercier Aude, qui a fait toute la phase de préparation de cette saison, et également Alexandre Carlo, Jonathan Keller, qui ont contribué sur cette saison. Les partenaires de ce programme, Epidemium, c'est une structure non-profit, une association,
sont, pour cette saison encore, Roche, qui a contribué au financement, et des partenaires qui, évidemment, sont indispensables pour réaliser le travail sur les questions de données et sur l'expertise, évidemment, scientifique. Je vais remercier notamment la PHP pour le challenge qu'on va évoquer juste après, et le Concéropole, comme je l'évoquais, qui a travaillé avec Epidemium depuis assez longtemps, notamment par l'intermédiaire d'Anita et pour cette saison, plus particulièrement Bastien Rance et Hector Contouris. On remercie beaucoup pour leur participation, que ce soit sur les conseils aux participants ou que ce soit pour la participation au jury. L'Institut Curie également a contribué à une partie du challenge qu'on va vous présenter, et les structures nous mettent en lien également avec tout un tas d'écoles qui contribuent à mesure de leur agenda, je dirais, et de leurs compétences, effectivement, en fonction des années sur lesquelles les étudiants peuvent s'impliquer dans le programme. En partenariat technique cette année, nous avions Dataiku et Octopies pour la partie anonymisation des données, puisque, comme on l'expliquait, effectivement, une grosse partie de la complexité, c'est que ce ne sont pas des chercheurs qui accèdent à une partie des données, mais des gens qui sont dans une démarche particulière d'accompagnement à la recherche, et ça nécessite effectivement que les données soient parfaitement anonymisées. Sur cette saison, quelques noms des personnes qui ont participé au comité d'évaluation, que ce soit le comité éthique avec le professeur Norlinger, Muriel Londres ou David Simon, et sur le comité scientifique, alors évidemment, on va retrouver des personnes qui ont été impliquées dans la définition des challenges de recherche, également des gens qui ont toutes compétences pour pouvoir évaluer la qualité, notamment des productions quand il s'agit d'algorithmes qui sont demandés aux participants, des gens qui sont en capacité de pouvoir évaluer la qualité de ce qui a été fait. Sur cette saison, on a donc une timeline qui est un petit peu différente de celle précédente. On a un temps d'environ 5 mois qui a démarré en septembre dernier, qui s'est, on va dire, clos le 19 janvier dernier, mais comme je disais, on a toute une phase entre les challenges qui sont celles de l'animation d'une communauté, et il se passe aussi beaucoup de choses en dehors de ces temps-là. En tout cas, le temps et la temporalité du challenge permet d'accélérer et d'animer cette communauté avec, comme vous le voyez, des événements spécifiques et des présentations également sur des sujets de recherche ou des présentations d'outils qui peuvent être utiles aux participants dans le temps de leur activité, ou des présentations qui peuvent être celles de participants eux-mêmes en lien avec les challenges. Donc, 2 grandes thématiques cette année, une autour des cancers ORL, qui se fait avec la contribution de la PHP et de l'HEGP sur un jeu de données d'une soixantaine de patients avec l'équipe du professeur Badoil, autour de la prédiction de l'évolution des tumeurs dans le cadre des cancers induits par papillomavirus. C'est donc un jeu de données à la fois tabulaire et à la fois d'imagerie qui ont été proposés aux participants, l'idée étant de travailler sur la prédiction de la survivabilité et faire en sorte qu'on puisse potentiellement prendre mieux en compte l'environnement de la tumeur, l'environnement cellulaire de la tumeur, pour pouvoir faire des choix et des orientations au niveau du soin. Donc, on va retrouver dans l'écosystème, je dirais, des personnes qui ont participé, quelque chose qui est un petit peu plus original que les années précédentes. On a toujours des personnes, je dirais, des individus qui sont intéressés à contribuer pour le bien-être de la recherche, des écoles, ce qui s'était produit par le passé, et un petit peu plus d'entreprises aussi, sachant qu'il y a un enjeu pour les entreprises, aussi bien de visibilité que de présentation de certains de leurs outils, mais aussi d'une contribution qui nous semble justifiée et naturelle à des problématiques de santé publique. Et la dimension open source du programme permet de garantir que l'ensemble des résultats soient ouverts et faire en sorte qu'effectivement, on n'ait pas juste une participation qui se fasse sur la base d'un désir de prospection commerciale, mais bien dans une co-construction d'écosystèmes. Et on a eu beaucoup de très bons exemples cette année. Donc, je voulais particulièrement insister sur ce point, parce que quand on parle d'open source et d'entreprise, la question peut parfois se poser. J'anticipe éventuellement quelques questions. Le second sujet de cette année a touché à la dimension environnementale. On a parlé d'Exposome auparavant. La question est évidemment récurrente et loin d'être évidente à traiter, surtout dans un périmètre qui est celui que je viens d'évoquer. Néanmoins, il nous semblait intéressant
de proposer trois axes aux participants cette année. Un qui était celui d'aller chercher des bases de données ouvertes, qu'elles soient sur le territoire national, ce qui était un petit peu plus d'intérêt pour, en l'occurrence, les institutions avec lesquelles on a pu travailler, ou que ce soit dans un périmètre un petit peu plus international, voire aussi bénéficier de cette expertise des participants qui venaient cette année aussi bien d'Australie pour certains que d'Inde ou du Canada. Euh, donc, on a cette année cette inclination à aller chercher, encore une fois, des jeux de données, à les récupérer et parser peut-être certains sites qui apportent de la donnée, mais pas de manière excessivement explicite ou formalisée, et donc de récupérer ces données. C'est un des premiers axes. La deuxième, c'est de la mettre en lumière avec des éléments de cartographie. Donc là, on est en plein dans le sujet de ce séminaire. Et la troisième étant de travailler à, à complémenter, ou en tout cas à essayer de s'inspirer de la base Osiris, qui est une anthologie autour du cancer qui a été produite par tout un consortium dont évidemment le consortium fait partie, dont les, un certain nombre d'organisations qui sont partie prenante de cette continuité de la recherche. Et l'idée était d'apporter quelques éléments environnementaux pour complémenter la façon dont l'anthologie avait été construite. Donc, voilà les trois grands axes de ce deuxième objet sur lesquels ont contribué plusieurs personnes et également les entreprises. Donc, vous allez avoir une présentation un petit peu plus extensive de deux propositions qui ont été formulées, qui ont été travaillées également en collaboration, qui viennent à la suite de cette rapide introduction. Et comme je l'évoquais, la question du travail pour Epidemium est un petit peu plus large que celle de l'animation d'une communauté de participants, qui nous semble essentielle. Il nous a semblé aussi, dans des discussions avec un certain nombre d'acteurs, qu'il pouvait y avoir des passerelles, et on a cherché à proposer un échange, on a vocation à poursuivre, autour de la question de la santé environnement et des ressources sémantiques. C'est des sujets qui, évidemment, sont déjà pré-traités par un certain nombre de grands acteurs, mais il nous a semblé néanmoins assez pertinent de mettre en relation notamment le Green Data for Health qui se crée en ce moment au ministère de la Transition écologique avec des acteurs que vous voyez sur cette slide, et d'essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir un échange qui se perpétue. Sachant que la Green Data for Health, c'est une structure qui vise à structurer une grosse partie des données environnementales pour les années à venir. Et donc, cherche à mettre en place une discussion entre les producteurs de données et les consommateurs de données. Voilà, un prochain échange sera réalisé le 16 mars avec ces acteurs. En termes de typologie de participants, on a donc, et de volumétrie, déjà, on a 80 participants cette année, répartis sur ces deux challenges de manière à peu près homogène, et deux propositions centrales sur le challenge 1, sur lequel je reviendrai un petit peu moins que sur le challenge 2. Des compétences qui sont plutôt liées à la data science, d'une manière générale, que des compétences qui sont liées au secteur de la santé, et d'où le lien évidemment avec les organismes de recherche sur lesquels il y a effectivement besoin de faire cet aller-retour permanent pour les participants. En termes d'animation, on a un petit peu plus de 1000 personnes qui suivent ce qui se passe sur Twitter, une communauté de Slack qui est un petit peu plus de 100 personnes. Voilà, ensuite, on retrouve un petit peu d'éléments pratiques et concrets sur ce qu'on a pu apporter cette année. On a 12 événements communautaires qui étaient exclusivement en ligne pour cette année, des interventions et l'ensemble de ce qui a été produit qui est disponible sur la chaîne YouTube du projet. Et au final, évidemment, les productions sont donc en open source. Vous avez vu le lien qui s'affiche, il se réaffichera un petit peu après pour aller voir ce que les participants ont dû proposer, notamment dans la forme une documentation guide sur ce qui a été produit dans le cadre de ce temps de challenge, un poster qui revient un petit peu sur la manière dont ils ont travaillé, qui les amène, espérons-le, vers une possible publication, et une vidéo, ça c'est plus à destination d'évaluation et grand public pour faire comprendre un petit peu comment est-ce qu'ils ont travaillé. Donc ça, c'est l'ensemble des documents qui sont produits par les 7 équipes que je vous invite à aller regarder si vous avez un petit peu de temps, avec une évaluation qui est réalisée sur cette base qui vise en fait à
expliciter ce qui va être impactant médicalement, original, faisable techniquement, évidemment, et surtout ce qu'on va pouvoir envisager de poursuivre comme travail au-delà du temps du challenge, que ce soit directement au sein des équipes et des participants qui contribuent, ou que ce soit avec les partenaires de l'écosystème. Donc, je vais tâcher de ne pas être plus long que ça pour laisser vraiment la parole aux deux projets. Ça, c'est le Grand Prix de cette année sur le Challenge 1. Et ensuite, voilà, un prix particulier pour NEOS, qui est un des projets qui vous être présenté, ainsi que Open Data for Health. Je vous remercie. Je laisse la main aux participants et puis je répondrai des questions à la fin en même temps que les projets. Donc, je laisse la parole maintenant à Pascal Deschassaux sur le projet de NEOS. Merci Marc, et bonjour à tous. Je vais essayer de prendre la main sur cette présentation. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Normalement, ça devrait être bon. Alors. Voilà. Donc, je vais vous présenter le projet NEOS au nom de mes collègues Édouard de Bonneuil, Sébastien Delongeau et Rachel Aronoff. Le projet NEOS, avec pour objectif, c'était l'intitulé du challenge, de permettre d'accélérer la recherche sur les facteurs de risque de cancer en structurant des données ouvertes dans la lignée de ce qui avait été réalisé par le consortium Osiris sur un set de données cliniques et omiques, aux fins de standardiser les variables relatives à l'environnement. Pour cela, le contexte était de 3 ordres. Ce travail réalisé par Osiris, qui était présenté comme extrapolable à d'autres types de données, le poids des facteurs de risque et l'impact des facteurs de risque environnementaux dans le cancer, et enfin l'hétérogénéité des données exposomales qui nécessite dans le rapproche des données basées sur l'ontologie. Pour cela, nous avons constitué une petite équipe avec des expériences et des horizons professionnels différents, mais avec un objectif commun de faciliter l'analyse de ces facteurs de risque environnementaux de cancer en structurant et harmonisant les données épidémiologiques disponibles open source en respectant une approche dite FAIR. Nous avons constitué des lots de travail avec un objectif final qui était de construire un standard, un premier standard de données épidémiologiques et quelques exemples. Nous avons passé du temps à réduire finalement le scope de ce travail au plus petit dénominateur commun, puisque l'horizon est extrêmement vaste, le temps était court, et donc nous avons choisi de nous concentrer sur des données environnementales facilement accessibles, et donc de nous focaliser sur des agents contenus dans l'air et l'eau, agents carcinogènes, et sur la France. Nous souhaitions utiliser une référence reconnue et donc nous avons travaillé sur des documents que vous devez connaître qui sont les monographies du Centre international de recherche sur le cancer, et de celles-ci, nous avons choisi de ne travailler que sur les carcinogènes dits de groupe 1, c'est-à-dire les substances dont il était établi scientifiquement ce potentiel carcinogène chez l'homme. Et nous avons extrait de ces monographies 37 agents biologiques, chimiques ou physiques, desquels nous avons extrait 2 carcinogènes à titre d'exemple, parce que figurant parmi les principaux facteurs de risque environnementaux en France, les particules fines dites PM2.5 qui sont associées au risque de cancer du poumon, et l'arsenic, qui est associé au risque de cancer du poumon, de la vessie et de la peau, le premier dans l'air et le deuxième dans l'eau. Nous avons, et je ne vais pas les détailler ici, utilisé différentes données et différents outils data source, mais aussi, je dirais, des sources humaines de compétences en interagissant avec notamment des responsables d'Osiris et de Géocancer.
Et nous avons in fine construit ce premier framework, ce premier cadre, qui est disponible selon un format Excel qui avait été utilisé par Osiris, avec différents pavés. Le premier étant lié à l'exposition, à la fois sur les lieux de vie, mais aussi sur les lieux d'activité, les temps de transport, les consentements là où besoin, lorsqu'on s'adresse à des individus, des définitions des items mesurés, les cancers induits, les éléments de mesure de ces variables dans leur dimension à la fois spatiale et temporelle, qui sont absolument essentielles, et enfin la valeur de la variable. Et conclusion de ce travail est que les données environnementales disponibles ou open source sont extrêmement hétérogènes. Nous avons pu, pour un même agent, avoir en France 3 sources de données différentes avec des variables qui elles-mêmes étaient différentes. Donc, il est souhaité une homogénéisation progressive de ceci. Il y a 2 types de données qui nous ont semblé absolument essentielles, c'est le lieu de résidence ou d'activité et la durée totale d'exposition. Les variables doivent être contextualisées et précises pour éviter les nombreux biais que l'on peut avoir dans ce domaine. Et enfin, la collection et l'analyse des données au niveau des individus demande une adresse précise et un géocodage. Et sur la droite, nous avons juste illustré les difficultés que l'on peut avoir dans l'analyse des données. Ici, ce sont les mesures de PM2.5 au niveau du territoire français. Et vous voyez que les points de mesure sont finalement en nombre limité et en règle générale concentrés sur des milieux urbains voire industriels, ce qui rend l'extrapolation extrêmement difficile aux territoires ruraux, même avec des modèles mathématiques. Et les perspectives de ce travail, eh bien, tout d'abord, nous allons le poursuivre et nous allons l'étendre aux autres agents dits de groupe 1 présents dans les monographies du Centre international de recherche sur le cancer, avec une utilisation, de notre point de vue, de type, une meilleure compréhension de l'étiologie des cancers chez les patients ayant eu un diagnostic, mais aussi l'étude du risque de cancer sur les populations à des fins de prévention. Et enfin, les données satellitaires et de type GIS devraient, dans le futur, aider à combler le gap que nous avons visualisé sur la slide précédente concernant un certain nombre de données. Et j'en conclurai en remerciant à la fois Epidemium de nous avoir donné l'opportunité de faire ce travail sur des temps relativement courts et bien évidemment les organisateurs de ce colloque qui est extrêmement inspirant.